Bonjour Jean-Jacques. Edouard. Jean-Jacques Bourdin, c'est d'abord un inconditionnel du football. Si sa passion pour le ballon rond l'a amené au journalisme, c'est en tant que journaliste politique, il s'est imposé dans le paysage médiatique. Ses auditeurs, il les connaît par cœur. Leurs doléances, leurs coups de gueule, ils sont nourris depuis plus de 40 ans pour ses interviews et ses débats avec les grands décideurs français. Plus qu'un journaliste, Jean-Jacques Bourdin est inévitablement entre les premiers et les derniers de cordée. Une institution à retrouver sur Sud Radio dans Parlons Vrai avec Bourdin. Et si on parlait écologie autrement, bienvenue dans le déclic. Votre déclic à vous, c'est quoi en matière d'écologie? L'eau de mes sources. Je vous explique. J'ai la chance, dans mes Cévennes, d'avoir une maison avec un peu de terre autour, sur une colline. Sur cette colline, il y a des sources. Et donc, je vais les voir régulièrement. Et je vais voir l'eau de mes sources. Et je me dis qu'il faut la préserver. Donc, à partir de là, j'essaie de faire attention. Je ne suis pas un écologiste militant, mais je suis sensible à ces questions. On a un petit quiz avec 5 petites questions. Allez-y. Donc on va... Donc, vous êtes propriétaire de vos questions, moi propriétaire de ma réponse. C'est toujours ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous souhaitez être et qu'est-ce que vous souhaitiez devenir? J'étais d'une insouciance absolument totale quand j'étais enfant. J'étais insouciant quand j'étais au collège. J'étais insouciant quand j'étais au lycée. J'étais un vagabond de la vie déjà, c'est-à-dire que je faisais l'école buissonnière en permanence au lycée. J'allais me baigner dans la rivière. J'ai commencé à jouer aux cartes très tôt. J'ai privilégié les loisirs et le bien-être et le plaisir très vite. Je me souciais peu de tout le reste, je dois le dire. Et donc, j'avais pas d'objectif ni de but dans la vie. Vous étiez un jouisseur de la vie. J'étais exactement, mais un parfait jouisseur de la vie. J'étais bien dans ma peau, tout allait bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier geste écolo? Ça a trait à l'eau encore. Je suis très sensible à ces questions-là. C'est un jour une rivière, justement quand j'étais jeune, dans laquelle j'allais me baigner. Et un matin, j'arrive et je vois à la surface des poissons le ventre à l'air mort. Pollution au mercure. Ça m'a marqué. La rivière avait changé de couleur, elle était devenue un peu rose. Et c'était terriblement troublant. Je devais avoir 17 ans, oui 17 ans, j'étais venu avec ma mobilette, je me rappelle, au bord de la rivière, pour aller me baigner, et puis on n'a pas pu se baigner, et la rivière est toujours polluée. Cette rivière est toujours polluée. Quel sentiment? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que c'était de la colère? Au début, j'avais une forme de répulsion, et puis ensuite, oui, de la colère, oui. J'ai essayé de savoir pourquoi. Évidemment, tout de suite, mais il y avait une mine un peu plus haut, dans les montagnes, une mine, et ensuite, on n'a rien pu faire. Ça a été terminé. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose justement, est-ce que vous avez un petit côté, un petit péché, un geste que vous faites en matière d'écologie? J'ai longtemps beaucoup roulé avec une voiture diesel, et puis après, non, mais en matière d'écologie... Ça, comme c'était préconisé. Oui, à l'époque, on pouvait. Maintenant, j'ai plus de voiture. J'ai plus de voiture à Paris. Mais non, ce que je fais... je ne fais pas très attention à la lumière, je ne suis pas très attentif à tout ça, je dois dire. D'accord. Franchement. J'ai dans le sud de ma maison une piscine, donc bon, cela dit, c'est l'eau de la source qui est... Qu'est-ce que vous en pensez justement aujourd'hui de toutes ces interdictions de piscines? Je suis assez contre les interdictions, je pense qu'il faut être intelligent. Ou tout permettre ou tout interdire, ce n'est jamais la solution. Moi, tout ce qui est extrême me déplaît. Je n'aime pas les extrémismes. Je n'aime pas le militantisme. Je n'aime pas tout ce qui prive de liberté. Et puis j'aime la nuance, et puis j'aime la réflexion. Je pense qu'on vit dans un monde qui a perdu ce sens-là, de la réflexion. De la réflexion qui est indispensable à tout propos. Si vous deviez être le père de quelque chose, qu'est-ce que vous choisiriez, vous? Il y a un livre, pour moi, qui est un livre majeur, qui s'appelle « La vie et destin » de Vassili Grossman, qui pour moi est le livre que tout le monde doit lire et que personne ne peut ignorer. « Vie et destin », Vassili Grossman. Ça explique d'ailleurs tout ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, on comprend tout. J'aurais aimé écrire ce livre, vous n'imaginez même pas. Enfin, cela dit, il a vécu une vie tellement difficile, tellement dramatique, que je ne sais pas si j'aurais aimé vivre sa vie.
Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir tout accompli, ou est-ce que justement Je n'ai rien fait. il vous reste des rêves, des projets? Des rêves, j'en ai des quantités, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, quand on vieillit, surtout, je pense que quand on vieillit, on a plus de rêves que quand on est jeune, curieusement, paradoxalement. Je pense que quand on vieillit, on court après le temps, forcément. Donc, il faut que les rêves se multiplient, il faut les accomplir. Vous savez, je ne sais plus qui a dit cette phrase magnifique, la vie est un fardeau qui pèse sur votre épaule et qui vous fait piller jusqu'à terre. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'avant c'était mieux. Pas du tout. J'aime vivre dans mon temps, dans mon époque, même si je ne maîtrise pas tous les codes de cette époque. Nombreux, dans tous les domaines, à la fois les codes numériques, les codes comportementaux, les codes... c'est vrai. Mais j'aime bien vivre au quotidien, j'aime bien suivre les mouvements, j'aime bien savoir ce qui se passe. J'ai un petit cadeau pour vous. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors, c'est une boîte où on a plein de petits cadeaux. Une boîte mystérieuse. Ah oui. Alors ça me dit toute ma vie dans le sport. Depuis que je suis gamin, j'avais 9 ans, quand j'ai vu le premier match de Nîmes Olympique au stade Jean-Bouin. C'était un match contre le stade de Reims. À l'époque, nous nous battions pour être champions de France. Nous avons été battus par le stade de Reims. J'étais allé au stade avec mon grand-père. Nous avions perdu 3-1, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'était le maillot de Nîmes Olympique. Je suis tombé amoureux de Nîmes Olympique à ce moment-là. Et je crois aujourd'hui que vous êtes vice-président. Président d'honneur. Président d'honneur du club, oui. Est-ce que ce maillot, vous l'avez? Et est-ce que vous l'avez à votre nom? Ah non, je n'ai pas mon nom. D'accord. Mais ce maillot, je l'ai, mais je n'ai pas mon nom. Donc on vous fait un second petit cadeau. Ah, on vous a fait un maillot pour vous. Ah, et ça, c'est magnifique. Non, ça me fait vraiment plaisir. À votre nom. C'est vrai que j'ai des maillots de l'équipe, évidemment, des joueurs, mais à mon nom, j'ai pas. Vraiment, ça me fait plaisir. Vous avez trouvé. Bravo, ça va pas bien en ce moment, mon club souffre. C'est une façon peut-être de jouer. J'y vais samedi, là. Bon. Est-ce que vous aurez aimé justement être footballeur? J'aurais aimé. J'ai joué au football, mais j'avais pas le niveau pour être footballeur professionnel. Non, j'ai un regret dans le sport, c'est de ne pas avoir joué au rugby. D'accord. J'aurais aimé jouer au rugby. Et je pense que d'ailleurs, j'aurais été meilleur au rugby qu'au football. Et si on peut prendre 30 secondes pour parler de rugby et la Coupe du Monde qui arrive en septembre. Ah oui. Qu'est-ce que vous... ça, c'est certain. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du 15 de France aujourd'hui, de cette génération? Je pense qu'il est exceptionnel. Il faut faire attention à ne pas être trop confiant avant cette Coupe du Monde. On la joue chez nous. Tout le monde dit qu'on a une équipe exceptionnelle, mais il y a aussi en face des rivaux exceptionnels, et je pense à l'Irlande, qui sera absolument redoutable dans cette Coupe du Monde. Et si on parlait un petit peu de top 14, vous seriez vice-président de quel club? J'admire le Stade Toulousain, évidemment. Parce que c'est un stade, pour moi, c'est un club exemplaire dans le fonctionnement, dans l'organisation. J'aime bien Toulon aussi. Et c'est le sport qui vous a amené au journalisme ou le journalisme qui vous a amené au sport? C'est le sport qui m'a amené au journalisme. Toute ma jeunesse, je lisais l'équipe. Je disais tout à l'heure, j'étais insouciant. J'étais insouciant, sauf pour suivre les événements sportifs. Là, j'étais toujours présent et attentif à tout, et je lisais l'équipe tous les jours. Et mon rêve, c'était de devenir un journaliste sportif. Mon rêve absolu. J'ai un autre petit clin d'œil, après le maillot. Après le maillot. Toujours dans la boîte. Allez. Qu'est-ce que vous allez me sortir, là? Je suis curieux. Oui, c'est vrai. Je suis alésien, Gardois et Sévenol. Exactement. Alésien, c'est mon enfance. C'est la maison de mes parents. C'est mes parents qui sont décédés tous les deux. C'est Alès, c'est ma ville d'enfance. On vous imagine avec une maison très ancienne, très typique. La maison était une maison, oui, à l'époque, c'était une maison qui était dans la périphérie d'Alès. C'est une maison de campagne un peu, rien d'extraordinaire.
des il y avait oliviers. des arbres. Non, il n'y avait pas Non. d'oliviers. Il y avait des arbres, quelques arbres autour. Il y avait un jardin. Non, c'était une maison, rien d'extraordinaire, mais une maison agréable. Et aujourd'hui, Jean-Jacques, vous avez une... Aujourd'hui, j'ai une maison, mais ailleurs. J'ai une maison dans le nord-ouest du Gard, au-dessus du Vigan. Et toujours pas d'olivier. Ah si, là j'ai des oliviers. J'ai fait planter des oliviers. Si. Et j'ai un troisième petit clin d'œil. Ah ben, allez-y. Là, je suis Donc curieux. ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé sur vos réseaux sociaux, donc qui est parfaitement public, qui est une photo Ouais. au cœur de Ça, c'est votre... en Corse. Ça, c'est en Corse, Ouais. avec votre compagne Avec ma Aniva. compagne, Aniva, oui. Ma Journa- femme. Votre Compagne femme. même, ma femme, oui. Donc qui est journaliste aussi. Qui est reporter journaliste de et qui Gare. est actuellement en Russie. Quand vous êtes chez vous, Oui. de journalistes de premier plan, vous parlez de politique, vous parlez Alors, d'économie. non, politique, non, parce que c'est pas son truc. Elle n'aime pas la politique. D'accord. Mais on parle de géopolitique, de politique étrangère. Parce que moi, je suis passionné par la politique étrangère, passionné de géopolitique. D'ailleurs, grâce à elle, j'ai découvert la géopolitique, parce qu'elle fait que ça. Et là, on a des conversations, oui. Vous avez pas peur quand elle part, par exemple, Pas là, peur. elle est en Russie. Je vais vous dire, j'ai eu peur 2 fois. Ça fait 20... vous savez, elle a commencé par le plus difficile, elle a commencé par la Tchétchénie en 1999-2000, où elle s'est retrouvée prisonnière de la guerre, puisqu'elle était en reportage en Tchétchénie avec les rebelles tchétchènes à l'époque. Quand les troupes russes sont entrées en Tchétchénie et ont fermé la Tchétchénie, elle s'est retrouvée prisonnière de la guerre, elle est restée 6 mois. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Chienne de guerre, qui a eu le prix Albert Londres, enfin bon, etc., qui a fait le tour du monde. Et là, elle a connu le plus dur, parce qu'elle était Faut être sous les très, très bombes, sous courageux. les bombes, sans arrêt. Est-ce que vous l'auriez fait, ça, vous Moi, non. Ah non, elle est plus courageuse que moi. Ah non. D'accord. Ce qu'elle a vécu, et puis ce qu'elle a vécu ensuite en Irak, en Afghanistan, c'est là où j'ai eu peur en Afghanistan un jour, parce qu'en Afghanistan, elle sillonnait l'Afghanistan à l'époque des talibans. Elle était sur des routes du sud de l'Afghanistan, pas très loin de la frontière iranienne. Et elle me disait, elle était partie d'une ville du sud de l'Afghanistan, elle devait se rendre dans une autre ville où elle connaissait le maire, qui était un de ses amis. Et elle me dit, j'ai 7 heures de route sur des terrains difficiles et tout, je pars avec un chauffeur de confiance. Et au bout de plusieurs heures, pas de nouvelles, rien. Au bout de 12 heures de route, pas de nouvelles. Et là, je m'inquiétais, il était 1h du matin. Et puis finalement, elle a réussi à me joindre, elle avait un téléphone satellite. Mais comme ça, les communications coûtent une véritable fortune, j'ai réussi à la joindre, mais très tard, à 1h du matin. Et elle me dit, écoute, je suis soulagé parce que là, cette fois, j'ai eu peur. J'étais sur la route, on était en pleine nuit, en plein désert, et il n'y avait personne au milieu de la rocaille. Et tout à coup, on a vu des phares de voiture arriver en face. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on ne risque pas un enlèvement? Et puis des hommes armés sont descendus de la voiture. Et finalement, c'était les gardes du corps de l'homme, du maire de la ville où elle allait, qui l'attendait, son ami, qui avait envoyé ses gardes du corps à sa recherche et, pour la sécuriser. Pour la sécuriser. En restant sur le journalisme, Jean-Jacques, j'ai un petit clin d'œil. J'ai trouvé ça. Oui, Sud Radio, ma dernière radio. Je suis très content d'être travaillé à Sud Radio. En arrivant chez Sud Radio, Oui. vous avez dit je vais faire du Bourdin. Oui, je sais faire que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire du Bourdin, ça veut dire faire comme je sens. C'est faire mon métier comme je l'aime. Parler vrai? Parler vrai, oui, parler vrai. franche. Et encore, je ne fais pas trop d'interviews politiques et ça me manque. Je veux voir si je ne vais pas un peu évoluer. Je vais en faire de plus en plus parce que ça me manque l'interview politique. C'est ce que j'aime faire, ce que je pense savoir faire. Et Vous êtes plutôt un homme de terrain, très proche des gens? Oui, proche des gens, oui, parce que n'oublions pas que pendant des années, j'ai lancé Les Auditeurs ont la parole sur RTL. Et puis, j'ai donné la parole sur RMC pendant des années aussi aux auditeurs. Et je continue sur Sud Radio. Pas encore assez, je trouve. Mais j'aime ce contact, ce dialogue avec... vous savez, le public, les hommes et les femmes qui nous écoutent, vivent des situations que nous ne vivons pas. Donc, on a besoin de leur témoignage. On a besoin de savoir ce qu'ils vivent pour essayer de comprendre Au mieux la et au plus société, juste. au mieux et au plus juste, la société dans laquelle on vit. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peuvent parfois juger vos interviews
très dure, de très cash, de très directive, voire même populiste. Qu'est-ce que vous dites C'est un mot qui a été galvaudé, aujourd'hui ? le mot populisme. Populiste, ça ne veut plus dire grand-chose. Je réponds sur les interviews cash, je réponds que je fais mon métier, c'est complètement normal. Moi, je ne suis pas là pour faire... Je suis là pour obtenir des réponses. Chacun a sa place. L'intervieweur est à sa place, l'interviewé est à sa place. Chacun est responsable. L'un de ses questions, l'autre de ses réponses. Et voilà. Et ça s'arrête là. Après, vous savez, quand je faisais l'interview politique sur BFM TV ou sur AMC, j'avais volontairement raccourci la table. L'espace qui nous séparait, j'avais fait exprès, l'espace qui me séparait de la personne invitée. Pourquoi ? Pour pouvoir bien le regarder dans les yeux et le mettre parfois face à ses contradictions. Quelle place aujourd'hui peut prendre l'écologie de votre regard dans des interviews justement peut-être de grande audience? Le problème de l'écologie, c'est que ici, cet éternel débat entre l'écologie politique et l'écologie au sens large du mot. Est-ce que l'écologie, c'est uniquement... Est-ce qu'on doit voir l'écologie uniquement sous un angle politique, ou est-ce qu'il faut élargir le débat? Est-ce que l'écologie, la défense de l'environnement, c'est transpartisan ou pas? C'est toute la question du débat. Et est-ce qu'on peut faire sans? Moi, je pense que c'est les deux. Encore une fois, je ne veux pas trancher, dire... je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, et j'ai lu une tribune très intéressante dans Le Monde, de Cyril Dion et de Dominique Bourg, tribune expliquant que l'écologie, c'est politique, uniquement politique. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est aussi politique. Le politique peut impulser. Le politique, évidemment, puisque lorsqu'on ouvre le débat sur le productivisme, est-ce qu'il faut produire plus? Est-ce qu'on peut défendre la planète en produisant plus? Évidemment que ces débats-là doivent être ouverts. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la posture du militant écologiste qui ne se soucie plus du quotidien du Français, qui n'a pas les moyens d'être un vrai défenseur de l'environnement. Moi, je pense que celui qui a une vieille voiture diesel, qui vit dans ses montagnes, à la campagne, il n'a pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez, d'être un écologiste militant forcené. Il faut bien qu'il vive au quotidien, il faut bien qu'il aille travailler, qu'il aille faire ses cours. Est-ce que vous les trouvez très éloignés aujourd'hui? Je trouve qu'il y a des écologistes qui ne connaissent rien à l'écologie. Je dis qu'il y a des militants écologistes qui sont des militants par idéologie ou par une forme de romantisme un peu échevelé, qui pensent que l'écologie, c'est on supprime tout, plus terminé, plus de bassines, plus de routes, plus de voitures diesel, plus de... Non, nuance. Il faut avoir de la nuance. Mais il faut réfléchir au bien-être de la planète, évidemment. Mais on peut être intelligent. Je demande quand même à l'être humain d'être intelligent. On peut être un peu intelligent. Aujourd'hui, grâce au progrès technique, on doit pouvoir tout réaliser. Si l'être humain met sa science, sa réflexion au service de la recherche, on trouvera des solutions. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste aujourd'hui, sans formation particulière, peut parler d'écologie? Un journaliste généraliste aujourd'hui... Je pense qu'il faut être formé quand même. Enfin, il faut connaître les problèmes environnementaux. On ne peut pas... Je pense que c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a une chose que... Vous travaillez les sujets quand vous interrogez des hommes politiques de premier plan? Je peux vous dire que quand je faisais mes interviews, j'étais chez moi, à mon bureau, la veille au soir, pendant 3 heures. Et je faisais tous les soirs 3 heures de préparation à l'interview. Vous ne pouvez pas réaliser une interview de 25 minutes en tête-à-tête sur des sujets majeurs sans avoir travaillé les sujets. Ou alors beaucoup le font. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas une véritable interview. C'est-à-dire que vous ne relancez pas l'invité, vous ne posez pas de questions dérangeantes, il n'y a pas d'interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien d'interviews sont réussies, d'interviews politiques? Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, dans le fond? C'est des réponses? Est-ce que j'ai cherché la vérité de celui qui est en face? Sa vérité, sa conviction, ce qu'il a envie de dire.
et ce qu'il a envie de répandre comme son message, sa vérité, pas des éléments de communication. Est-ce que sa vérité. Vous sentez aujourd'hui qu'il y a des façons de polisser les discours, notamment sur les sujets écologiques? Sur tous les sujets, écologiques comme les autres. Il y a des éléments de langage, il y a surtout des règles de communication qui sont insupportables, des conseillers en communication multiples et variés qui polluent le message complètement. Sur l'écologie. Et d'ailleurs, où est la sincérité? Moi, je veux la sincérité. Où est la sincérité des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont interrogés aujourd'hui? Moi, je ne la trouve plus. Je ne le vois plus. Sur l'écologie, on a le sentiment souvent que tout le monde, en tant que représentant politique, mais tout le monde parle d'écologie. Je suis écologiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je défends. Ça ne veut rien dire. Il faut le prouver, il faut le montrer, il faut le connaître, il faut savoir, il faut agir. En parlant de franchise, j'ai un autre petit clin d'œil dans la boîte. Et je pense que c'est quelque chose qui Montrez-moi. Qui va vous parler. Je suis impatient. Ah, oui. Ou parfois, quand on pratique ce sport, on discute et on est souvent très franc. Est-ce que vous êtes plutôt tireur ou pointeur? Je suis milieu. Milieu. Oui. D'ailleurs, mercredi, je suis là aussi président d'honneur d'un club de boules, de pétanque, qui est le club du Jardin du Luxembourg, qui paraît comme ça, mais qui est le premier club de Paris, le meilleur club à Paris. Et on fait une compétition mercredi après-midi. Donc, vous voyez, je fais des compétitions toujours. Vous êtes un grand compétiteur. Je suis joueur de pétanque, je joue milieu dans la pétanque. C'est-à-dire, milieu, c'est pas un formidable tireur ni un formidable pointeur, mais c'est un bon tireur et un bon pointeur qui est capable de rattraper les coups, qui est capable de... Il y a beaucoup de pression quand on joue milieu. J'adore ça. Vous n'aimez pas perdre, on est d'accord? Non, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre, mais je suis pas râleur. Si je perds, je perds. Mais j'aime pas perdre. Pour rebondir sur le thème de l'émission qui est l'écologie, la pétanque, Jean-Jacques, c'est le sport... C'est écologique. C'est le sport le plus écologique. Le plus écologique. On peut jouer partout. On peut jouer partout. On consomme rien. On n'abîme rien. On ne consomme rien. On n'abîme rien. C'est le sport le plus écologique qui existe. Et pourquoi on le verrait pas aux Jeux Olympiques, ce sport? Moi, je défends cela, mais parce que la Fédération internationale de pétanque pas suffisamment, me semble-t-il, convaincante. Elle est passée. L'image de la pétanque. D'abord, je crois qu'il y a 47 ou 50 pays qui jouent à la pétanque officiellement, qui ont une fédération. Dans le monde, c'est un peu juste encore. Il faudrait quand même quelques pays de plus. Peut-être que c'est pas assez médiatisé aussi. C'est pas assez médiatisé. C'est un peu médiatisé. Mais moi, j'aimerais. Parce que c'est un sport. Parce que c'est fatigant. C'est un véritable exercice physique. Je peux vous dire que quand vous faites un tournoi et que vous jouez toute la journée, à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Est-ce que vous auriez pu, Jean-Jacques, faire de la politique? Non, la politique, non. Non. Je n'ai jamais fait. Jamais. On m'a proposé. Parce que vous avez l'air de... On m'a proposé. Vous avez énormément de convictions. Oui. Vous défendez des idées. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a proposé dans le monde politique? On m'a proposé dans le monde politique. D'être ministre? Non, mais de me présenter à la députation. Et vous avez refusé? Oui. Jamais je ferai de la politique. Pourquoi? Parce que chacun son métier. Parce que le mélange des genres n'est pas... Moi, j'aime pas le mélange des genres. Un journaliste est un journaliste et il fait son métier comme il peut. Pas facile, il le fait bien, il le fait mal. Et un politique? Mais au moins, il le fait. Et un politique, il fait son métier, c'est un métier, la politique. Comme il peut. Il faut arrêter de dire... Arrêtons. C'est un vrai métier, la politique. Et il fait son métier comme il peut, bien ou mal, en fonction de ses convictions. Il est honnête ou moins honnête. Mais bon, voilà. Et puis après, le citoyen juge. C'est le citoyen qui vote. C'est lui qui décide. On arrive presque à la fin. J'ai une dernière petite question. Alors, allez-y. Est-ce que vous êtes heureux? Qui peut dire je suis totalement accompli, je suis totalement épanoui, je suis totalement heureux? Non, moi, je ne dirais jamais ça. J'ai des doutes. Merci beaucoup. Merci. Jean-Jacques Bourdin. Merci.